Et c'est pour ça, moi, je dis la pauvreté cachée, si on peut dire, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas. La pauvreté, c'est pas l'image qu'on connaît, qu'on voit dans les films où on n'est pas bien habillé, on n'a pas à manger, c'est pas que ça. La pauvreté, globalement, il rentre beaucoup de choses dedans. Tu peux voir la personne bien éduquée, elle a fait ses études, mais elle a un logement, mais elle a des dettes, pas payer son loyer. Ouais, et c'est pour ça, je crois, si on comprend ça déjà, ça montre que on est, je crois, tous et toutes un peu. Et comme tu as dit au début, on est tous et toutes un peu malades aussi. Donc je pense qu'on est toutes et toutes touchés par ces questions-là et responsables aussi. Salam alaikum. Salam. Rodez, qui nous vient de Bienne, du coup. Toi et moi, on est amis depuis très très longtemps. On a grandi plus ou moins ensemble, évidemment pas dans les mêmes villes, mais dans le même environnement. Et les deux, du coup, on s'est retrouvés aussi, d'une certaine manière, à travailler pour la communauté dans différents projets. Et aujourd'hui, on est comme ça, devant des micros, toi et moi. Qui l'aurait cru? Après tant d'années. Je suis trop contente que tu aies accepté de répondre à mes questions aujourd'hui, surtout que c'est des questions que je t'ai jamais posées, en fait, parce que c'est des questions qui sont notamment liées à ton rôle en tant qu'assistante sociale, mais aussi à ton parcours de vie. Donc pour moi, j'ai un élément assez... je trouve ça hyper cool de pouvoir discuter avec toi. Et puis une autre chose, c'est de pouvoir te confirmer que tu gères en français. Merci. Parce que c'est vrai que quand je t'avais demandé de faire cette interview, tu étais assez hésitante parce que tu es de langue maternelle allemande, c'est ça? C'est ça. En tout cas, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et ouais, c'est tout à fait, comme tu as dit, on se connaît depuis longtemps, mais je crois on a rarement eu des chances de se parler un peu comme ça, ou deep, si on peut dire. Du coup, je me réjouis. Et merci beaucoup. Du coup, comme vous l'avez peut-être... bon, t'as pas beaucoup d'accent, mais je vais quand même le renotifier, c'est que tu habites bien une ville bilingue, et puis donc du coup, ta langue maternelle, c'est l'allemand, mais tu parles également français. Donc du coup, on va faire cet entretien en français, parce que moi, je ne parle pas allemand, malheureusement. Et donc du coup, il se peut que, par exemple, il y ait quelquefois, n'hésite pas, s'il y a même des mots techniques ou quoi à dire en allemand, au bout d'un moment, il va vraiment falloir que nous aussi, on commence à parler allemand. Tout à fait. Surtout ceux qui habitent à Bienne. Donc, est-ce que tu pourrais rapidement nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir assistante sociale? D'accord. Alors, en fait, ça a commencé un peu déjà en faisant ma première formation. J'ai fait l'école de commerce, l'autre école de commerce à Neuchâtel, parce que je voulais améliorer ma langue française. Et il y avait à l'époque comme un accord entre le canton de Neuchâtel avec le canton de Berne qui paye en fait la scolarité de cette formation pour les étudiants, les élèves alémaniques du canton de Berne. Mais déjà là-bas, je savais que c'est pas ça que je voulais en fait. Je vais pas continuer à travailler dans le domaine de commerce après. Mais c'était, si on peut dire, un outil pour obtenir ma maturité professionnelle. Et j'ai rajouté 1 an après le diplôme, parce que j'ai fait 3 ans de diplôme, et après j'ai rajouté 1 an pour la maturité spécialisée. Et je crois que c'est depuis ce moment-là où j'ai commencé à chercher un peu qu'est-ce que je veux faire. Qu'est-ce qui me plaît, comment je commence. Je devais faire 1 an de stage pour obtenir vraiment la maturité. Et en fait, j'ai postulé au social, au service social de Bienne, mais autant que vraiment collaboratrice de commerce. Et je crois que c'est là-bas où j'ai un peu découvert, si on peut dire, le monde social. Est-ce que c'était vraiment là-bas? Parce que moi, je te connais depuis qu'on est enfant, et il n'y a pas un Aïd, il n'y a pas un Ramadan, il n'y a pas une occasion où il y a un truc de la communauté où tu n'es pas bénévole. En fait, il n'y a pas un truc où tu n'as pas été active. C'est vrai, mais si on peut dire, j'étais pas consciente en fait que ça appartient au, si on peut dire, un peu de travail social. Ça fait partie aussi, ça fait pas partie professionnellement, mais c'est comme, si on peut dire, dans le même domaine, la bénévolat. C'est vrai que j'étais engagée et je le suis encore. C'est ça qui m'a poussée un peu aussi à découvrir ce domaine social. Mais en parlant professionnellement, c'était vraiment le stage qui m'a un peu fait découvrir ce domaine, ce nouveau domaine pour moi que je connaissais pas à l'époque. Qu'est-ce que tu as découvert que tu as apprécié, que tu as aimé, ou en fait qui t'a
donné justement cette envie de continuer là-dedans? Au stage, Mhm. tu dis? Mhm. Ouais, c'est en parlant avec les assistants sociaux, sûrement, en sachant que je connaissais aussi quelques personnes qui travaillaient là-bas, même en dehors du service, si tu veux. Pas les bénéficiaires, les personnes qui travaillent, en parlant avec eux. On avait bien sûr la possibilité aussi de voir un peu tous les départements, si on peut dire, dans le service même. Et peut-être, comme tu as dit, je faisais aussi le liaison avec tout ce que je faisais moi en tant que bénévole, bien sûr. Aider les gens, ça veut dire quoi en fait? J'aime le faire. Est-ce que, il y a une profession où on peut faire ça, aider les gens et gagner de l'argent? Ce côté professionnel me manquait à l'époque. Je le connais pas. Et on peut dire que ça a commencé vraiment avec ce stage. Avec ce stage au service social. J'étais dans le département des... on dit pas département, mais c'est le mot que j'utilise maintenant, mais c'est en fait caisse maladie, tout ce qui est caisse maladie, ouais, service, exact, tout ce qui est service caisse maladie et AI, l'AI. Et ça montrait aussi côté administratif, côté bureaucratique aussi, qui font les bénéficiaires. Parce que là, on avait comme des procurations des bénéficiaires pour leur payer leur caisse maladie. Ouais. Et en regardant bien sûr les dossiers un peu, les rapports, ça montrait aussi un peu le côté, la vie de ces bénéficiaires. Donc en fait, pour toi, c'était comme si tu avais trouvé un moyen de t'attacher un petit peu ou de comprendre les personnes à travers des dossiers administratifs qui sont généralement un cauchemar pour la majorité des personnes. Exact. Et en découvrant que, en fait, je peux aider les gens d'une manière directe, un peu, si on peut dire, avec procuration, sans procuration, qu'est-ce qu'ils font ces assistants sociaux avec les bénéficiaires? Est-ce que c'est que le côté financier ou est-ce qu'ils regardent aussi d'autres tâches avec eux? Ouais, c'est là où j'ai commencé à me poser en fait les questions. C'était, je crois, à me poser les questions, mais pas encore à vraiment chercher les réponses. C'était quoi les questions que tu te posais? Tout le système, par exemple. On entend des petits, service social, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que, comme je t'ai dit avant, par exemple, est-ce que c'est que le côté financier? Est-ce qu'ils leur payent, par exemple, que les factures, après c'est bon? Ou est-ce qu'ils ont aussi d'autres choses à voir avec eux? Et qu'est-ce qui mène les bénéficiaires à venir au social, par exemple? Parce que c'est vrai j'ai commencé à poser ces questions-là un peu. Ouais, parce que c'est vrai qu'en fait, en Suisse, après, pour les autres pays, je pense que c'est plus ou moins pareil, mais il y a un énorme stigma par rapport aux personnes qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs propres besoins et donc du coup qui demandent en fait une aide généralement à une institution étatique, mais pas seulement, il y a d'autres aussi institutions. Mais ça, en fait, c'est un peu la vision externe de quelqu'un qui ne connaît pas le travail d'une assistante sociale. C'est ça. Maintenant que tu es dedans et que tu as vu et que tu travailles depuis plusieurs années dans ce domaine-là, est-ce que tu arriverais à nous décortiquer vraiment le rôle entier d'une personne qui travaille dans ce domaine? Oui, tout à fait. Et je voulais juste dire aussi quelque chose un peu pareil, comme tu as dit. Moi aussi, j'avais un peu les mêmes... avant de faire ce stage, j'avais un peu les mêmes stigmas, les mêmes vorurteile, un peu les mêmes préjugés. Du coup... ouais, c'est une bonne question. En fait, en gros, le travail social, c'est pas que le service social. Parce que souvent, quand je dis, par exemple, je me présente, je suis assistante sociale, tu travailles dans un service social. En fait, pas du tout. Il y a énormément, beaucoup de domaines sociaux, si on peut dire, qui sont parfois l'un différent de l'autre. Je donne un exemple. Service social, il est lié à l'État, il est lié à beaucoup de lois sociales et à beaucoup de décisions politiques. On est bien d'accord. C'est-à-dire, les bénéficiaires ont des droits dans le service social, mais ils ont aussi des devoirs. Et souvent, on entend les devoirs. Ils doivent faire ça, ils doivent apporter beaucoup de documents. C'est trop bureaucratique. S'ils font pas ça, ils vont leur déduire le budget. Qu'est-ce que ça veut dire un budget? Un budget, c'est pas un salaire. La distinction, ils doivent chercher du travail. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont un peu, qui donnent un peu l'image que ces gens-là, ils sont obligés à faire beaucoup de choses et ils reçoivent peu en fait, parce qu'un budget, c'est
il assure que l'existence minimale, existence minimum, c'est vraiment le minimum en fait Ouais. pour vivre. C'est minimum Il te vital, ouais. paye une partie de mité, De tes besoins, ouais. de tes besoins globalement. Et, mais ça, c'est qu'une côté ou un domaine de beaucoup, parce que il y a aussi, par exemple, le travail avec les personnes handicapées, par exemple, avec les personnes avec des maladies psychiques, avec les jeunes, c'est autre chose. C'est un peu un contexte plus ouvert et pas lié à des lois, à des comment on dit, des Richtlinien un peu. Par exemple, le service social, il a vraiment des Ligne directrice. exact, qui doit respecter. Mhm. Et souvent, je dis, ben, un assistant social au service social, c'est pas comme un assistant social qui travaille avec les jeunes, par exemple. C'est quoi les domaines les plus difficiles? Ben, ce contexte zwang, ce contexte obligé, ce Obligatoire. contexte comme service social, pour moi en tout cas. Parce que j'ai travaillé, en fait, moi j'ai fait l'inverse. Après la maturité, j'ai travaillé pour peut-être 5 ans dans différents domaines sociaux. Et après, j'ai décidé de faire les études. Ok. Je voulais vraiment tester, en fait. Je Mais voulais de vraiment, 5 ans, c'est long pour, c'est long, pour c'est long, tester. c'est long. Mais tu as vraiment testé dans différents Ouais. domaines de... J'ai travaillé vraiment, après le service social, j'ai travaillé par exemple à Zurich, dans une association, et bien sûr en utilisant mon diplôme commercial. Ouais. En fait, je me suis dit, j'ai un diplôme commercial, je vais chercher des emplois qui cherchent un employeur commercial, mais dans un domaine social. Je vais partir un petit peu dans des questions un peu personnelles, et après tu me dis si jamais. Ouais. Toi et moi, on est enfants immigrés. On a eu quasiment le même parcours. Et toi et moi aussi, on est, plus maintenant, mais on était réfugiés politiques. Est-ce que cette identité t'a poussé dans le domaine dans lequel tu es? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? C'était aussi un processus que j'ai fait. En comprenant un peu ce domaine, j'ai compris en fait qu'on était, nous, comme tu as dit, moi, avec ma famille, dans la même situation. Dans la même situation, en travaillant, par exemple, j'ai travaillé avec les MNA, mineurs non accompagnés. Ce sont des réfugiés mineurs. Là, j'ai capté en fait que ça pouvait m'arriver en fait, ou à ma famille. C'était pas que moi qui étais réfugié, bien sûr, j'étais avec ma famille, mais quand même, ça m'a fait comprendre que ça fait aussi partie, en fait, ça vient aussi de mon parcours personnel, du parcours de ma famille. Mais j'essayais quand même, mais ça c'est peut-être après, en faisant les études, je me suis dit, ok, je vais pas prendre les modules migratoires, parce que j'amène ça déjà, j'amène le côté migratoire. Je connais un peu le parcours, je connais les processus, parce qu'on l'entend toujours, on le connaît, je crois, chacun de nous connaît des réfugiés, chacun de nous a entendu des sans-papiers, on sait qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un permis de séjour N peut-être, F, B, C, on connaît un peu. Du coup, je me suis dit, et on a la langue. On est l'intermédiaire entre l'État, par exemple, et nos parents. C'est ce qu'on faisait, je crois tout le monde a dû lire les lettres de ses parents ou traduire à l'hôpital en accompagnant ses parents, par exemple. Du coup, je me suis dit, ok, c'est une partie de moi. C'est vrai, au fond de moi, ça m'a poussé à vouloir en fait rendre un peu ce que nous on a reçu par exemple du système ou comprendre et pouvoir aider d'autres personnes, mais je voulais quand même avoir ce côté vraiment professionnel de pouvoir aider tout le monde, n'importe si c'est une personne avec migration ou sans. Parce que de ce que tu me racontes, et c'est aussi quelque chose que je vois aussi beaucoup dans pas mal de personnes, quand elles choisissent leur profession ou qu'en fait il y a leur passion, leur calling comme on dit. Et chez toi, ce que je ressens en fait, c'est que de par le parcours migratoire que tu as pu avoir, de par les difficultés aussi que c'est d'être réfugié politique dans un pays qui est généralement à droite, et donc ça peut être difficile aussi de trouver sa place quand on n'est pas né ici, disons. Il y a comme si tu étais déjà assistante sociale avant même de penser être assistante sociale. Oui. Et donc du coup, ma question elle est, pourquoi tu as voulu professionnaliser quelque chose et non pas faire quelque chose d'autre? Parce que est-ce que tu n'as pas eu en fait, est-ce que cette difficulté du système qui est de mettre vraiment des barrières administratives à n'importe quelle demande, le fait que la Suisse, c'est un des pays au monde où on fait le plus de lettres administratives, dans le sens où on reçoit tous tellement de lettres par semaine. Est-ce que le fait d'avoir dû faire ça, parce que tu avais la langue et tout quand tu étais enfant, et un peu plus âgé aussi, ça t'a pas dégoûté? Tu t'es pas dit plus jamais? Si.
Je me suis plusieurs fois dit que plus jamais. Mm. Mais je crois que je voulais aussi un peu m'aider moi-même. Parce qu'en C'est-à-dire? comprenant comment le système fonctionne Ouais. dans ce domaine social, si on peut dire, qui est d'ailleurs lié à beaucoup d'autres systèmes politiques, juridiques, social, financiers. On touche un peu tout en fait. Je voulais m'aider moi-même parce que ça m'arrive moi aussi que je suis débordée parce que je dois faire des lettres ou je dois faire une demande ou je dois faire une demande de bourse pour mes études ou travailler. Et qu'est-ce que ça veut dire les impôts, par exemple, Mhm. de remplir un formulaire d'impôt. On n'a pas appris ça à l'école. Mhm. Du coup, en fait, j'essaye de tout ce que j'apprends en fait dans cette professionnalité, d'utiliser ce que j'ai appris aussi pour moi-même en fait. Mhm. Et, mais aussi d'avoir le côté objectif, d'essayer, ok, je peux être une assistante sociale, mais pour tout le monde, pas Ok. que pour ma communauté, si Ouais, tu veux ouais, dire. ouais. T'as avancé dans ta carrière, tu ne travailles, t'as pas fait les modules justement sur la migration parce que justement tu as ton Mhm. parcours migratoire personnel et familial. Quel est le domaine dans lequel tu te sens le mieux ou tu t'es le plus spécialisé actuellement? J'ai fait les modules travail social clinique, si on peut Mhm. dire, klinische soziale Arbeit. J'ai remarqué que je m'intéressais beaucoup pour santé mentale et tout ce qui est un peu psychique, maladie psychique, psychologie. On avait bien sûr des modules de psychologie ou quelques modules. Et ouais, je crois que c'est ça qui m'intéressait le plus. Qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans? J'ai remarqué que j'aimais travailler avec les personnes qui ont des maladies psychiques parce que leur maladie m'intéresse. Et je suis quelqu'un qui dit on est tous et toutes un peu malades, pour être honnête, mais un peu différemment. En fait, je me vois jamais. Je suis l'assistante sociale qui te dit comment on doit faire les choses, mais plutôt on s'aide. Moi, je t'aide, mais toi aussi, tu m'aides. Et ouais, ça m'intéressait en fait. Comment est-ce que Tout les le personnes côté t'aident? psychologique un Mhm. peu m'intéressait. Je savais que peut-être je ferais un master en psychologie, mais c'était pas trop clair. Mais ouais, le côté comment je peux aider les gens ou par exemple mon entourage il me dit parfois comment tu peux travailler avec des personnes qui ont des maladies ou qui sont handicapées. Par exemple, j'ai travaillé une fois à Holton avec des personnes qui avaient des retards cognitifs, des handicaps physiques et parfois même des maladies psychiques. Mhm. Alors, ils étaient trois fois, Ouais. si tu veux. Mhm. Ils avaient trois Trois handicaps aspects ou de trois aspects handicap. Ouais, différents. ouais. C'était vraiment complexe, mais ça m'étonnait à chaque fois comment l'être humain peut vraiment avoir une résilience, si on peut dire. Mhm. Ou comment moi, en tant qu'une assistante sociale, je peux essayer d'aider ces personnes à trouver des outils. Mhm. Des outils, des propres outils qu'ils avaient ou qu'ils n'ont pas découvert ou qu'ils peuvent apprendre, aider eux-mêmes. Parce que c'est le but. Généralement, on croit que l'assistant social, c'est quelqu'un qui va résoudre mes problèmes, qui va m'aider et c'est bon. Non, l'assistant social, normalement, il t'aide à trouver toi-même tes propres outils. Est-ce C'est que c'est vraiment... Hilfe zur Selbsthilfe, on dit. Oui, c'est On l'aide à la... aide pour que tu t'aides Ouais, toi-même. ouais, ouais, ouais. C'est le but. Mais est-ce que ça arrive vraiment? Oui, parfois. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend. Mhm. Et c'est pour ça que je voulais ce côté professionnel. Mhm. Je voulais comprendre et vraiment essayer de faire de faire ce métier sans être que frustré. Je ne pouvais pas aider les gens. C'est-à-dire, on apprend aussi qu'il faut vivre et qu'il faut attendre qu'on n'arrive pas au but, en fait. Qu'on n'arrive pas à aider parfois les gens, les personnes. Est-ce Si, que... par exemple, tu avais quelqu'un qui refuse, je ne sais pas, par exemple, tu lui montres ou tu lui montres d'autres associations qui peuvent l'aider dans quelque chose de précis, mais il veut pas. Il dit non, ça me va pas ou je veux pas ou n'importe. Tu fais comment? Tu peux pas l'obliger, on est bien d'accord. On est dans un pays qui adore la répression. C'est-à-dire que typiquement, ce genre de personnes vont subir une certaine répression, principalement financière ou administrative. Ouais. Et d'ailleurs, dans ce pays, c'est connu, les répressions administratives se traduisent de manière très violente. Mhm. Il y a une violence, pardon, il y a une violence administrative en Suisse qui est assez effroyable et unique au monde. Et elle se traduit
par une aliénation, une mise de côté de l'espace Tout à public. fait. Et c'est ça, en fait, qui, quelquefois, je me pose beaucoup, beaucoup de questions, justement, par rapport à cette profession de l'assistance sociale. Pas en termes de profession en tant que telle, mais plus en termes de quels sont réellement quel est le pouvoir d'une personne qui essaye d'aider une autre quand, en fait, derrière, il y a le bâton répressif de l'État qui est des répressions financières qui ne font que couler les gens. Donc, est-ce que toi, tu arrives, en fait, à avoir cette distance, en fait, par rapport au fait que tu t'essayes d'aider, mais qu'au final, le système est Il y a le extrêmement... système qui bloque. C'est ça. Non, tout à fait. C'est pour ça que je te dis qu'on essaye en fait d'avoir nous-mêmes, parce qu'on est nos propres outils, si tu veux. On n'est pas, par exemple, le médecin, il peut donner des médicaments, c'est un peu autre, mais nous, on doit tout le temps faire la réflexion pour pouvoir vraiment avancer. Et bien sûr, comme tu dis, parfois, ou beaucoup de fois, on est bloqué par le système. Et c'est frustrant pour moi en tant qu'un professionnel, c'est frustrant pour le bénéficiaire, tout à fait, ou pour la personne que j'aimerais aider. Mais, et d'ailleurs, même la professionnalité du social, elle en même, elle est controverse. Il y a d'autres métiers qui doutent en fait. Est-ce qu'il faut avoir une profession du travail social ou pas? C'est même ça, parce que le travail social, si tu veux, c'est pas un métier très ancien. C'est pas comme par exemple la médecine ou les juristes ou d'autres métiers qui existent depuis des centaines d'années. Du coup, on peut dire que le travail social, il est encore en mouvement, ouais. En mouvement, on constate, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent d'abord changer au niveau du loi, au niveau politique, pour que, comme tu dis, toi, on n'aille pas tout le temps ces blocages du système, en fait, pour pouvoir vraiment atteindre nos buts. Du coup, répondant à ta question, tout à fait. Mais le but maintenant, si on revient juste, là, tu m'as expliqué justement les différents versants du travail d'assistance sociale, et là, tu me dis qu'il y a une controverse même sur l'existence de ces métiers. Ouais. Est-ce que tu arriveras à me dire en quelques mots quel est le but de cette profession? Pourquoi elle existe, cette profession? Il n'y a pas un seul but. Il y a beaucoup, mais on fait liaison en fait entre l'être humain et tous les autres systèmes. Ok. On essaye en fait de faire ça. Donc vous liez... D'être l'intermédiaire entre la personne ou la communauté ou la société, parce qu'on n'est pas que pour des personnes individuelles, mais aussi ça peut être pour des thématiques qui touchent toute une communauté ou toute la société et les autres systèmes, comme système politique par exemple. Et ça, il lui faut du travail, il lui faut du lobbying, il lui faut changement du loi dans beaucoup de choses. Et à mon avis, c'est quelque chose qui va rester pour longtemps. C'est pas il nous faut qu'on change 2-3 choses et là on est bon, on peut exercer notre métier sans problème. Et même la définition du problème social, c'est pas comme on croit que il y a un problème, il faut le résoudre, c'est tout. On donne la solution. Non, c'est on essaye d'aider les gens à devenir autonomes. On n'enlève pas on essaye pas de leur enlever en fait leurs responsabilités ou les outils qu'ils ont ou qu'ils avaient par exemple. Pourquoi du coup? C'est un peu ça le but. Pourquoi du coup c'est controversé? Le métier? Ouais. Pourquoi Parce que d'autres professions disent que on n'a pas besoin des assistants sociaux. Tout ce que vous faites, nous on peut le faire en fait, ou les personnes le font ou peuvent le faire par exemple. Ok. C'est ça. Ok. Mais c'est un métier qui existe bien sûr. C'est pas controversé au niveau scientifique. C'est juste parce qu'en fait je me dis, est-ce que le fait de dire que les assistantes sociales ou le métier, il y a un peu cette idée que le métier d'assistante sociale, s'il y a controverse, ça veut dire que il y a un besoin de donner aux différentes personnes et aux différentes communautés une responsabilisation entière sans prendre en compte les parcours qui peuvent être différents, les difficultés qui peuvent être différentes de l'un à l'autre. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que maintenant, si à l'heure d'aujourd'hui, on sort de ce studio, il n'y a plus d'assistante sociale, c'est quand même toute la société qui tombe, j'ai l'impression quand même. Oui, ouais, je vois ça comme toi en tout cas, parce que oui, comme j'ai dit, c'est le travail social, c'est pas que ce côté fameux qu'on connaît, c'est le service social qui donne de l'argent, qui dit aux gens allez chercher du travail et c'est tout, mais c'est tous les autres aussi. La migration, les jeunes, les sans-papiers, les enfants.
il y a aussi un côté pédagogique, il y a un côté psychologique, on est un peu un mélange de tout, si on peut dire. On touche un peu tous les différents domaines et on essaye de faire ces liaisons. Et c'est pour ça, je trouve, s'il n'y aura pas d'assistants sociaux, la vie peut être un peu plus compliquée. Mais je pense déjà on est dans une société qui est déjà de base très individualiste, de base. Et j'ai l'impression qu'en fait, justement, tous ces métiers, et on a discuté donc dans d'autres épisodes aussi avec un imam et un aumônier qui étaient aussi en fait qui étaient très présents dans certaines populations marginées, notamment dans les prisons ou dans des centres de migration, etc. Il y a également, on a parlé avec Mariam Sarlouni qui est psychologue, dans le sens où j'ai l'impression que tous ces métiers sont tellement fondamentaux à l'équilibre en fait de la société. Et tu l'as dit au début, enfin, tu as dit on est tous un peu malades. En fait, c'est comme si en fait on est tous un peu en attente en fait que quelque chose nous arrive pour avoir besoin de quelque chose ou de l'autre, que ce soit d'un aumônier, d'une psychologue, d'une assistante sociale, et que du coup ça me fait toujours réfléchir en fait quand je me dis c'est quand même les métiers les plus essentiels qui sont les plus difficiles, les moins gratifiants. Ouais. Et le travail social fait, il est tout à fait ça, par exemple. On n'est pas bien payé, on fait beaucoup, mais je crois que c'est aussi une question de est-ce que la société, elle voit l'importance, comme tu l'as bien décrit, peut-être elle voit pas trop l'importance parce qu'elle la comprend pas beaucoup. Parce que si, moi j'avais l'impression, moi au début aussi, j'ai pas trop compris en fait ce métier. J'avais tout le temps entendu parler de ce métier, mais je pouvais pas trop m'imaginer qu'est-ce que ça veut dire d'être un assistant social, une assistante sociale. Est-ce que voilà, c'est que le service social ou il y a aussi beaucoup d'autres choses. Aussi ce que je trouve c'est aussi important à dire, c'est le côté interdisciplinaire, je crois qu'on le dit comme ça. C'est on travaille beaucoup avec d'autres métiers. Par exemple, il y a des assistants sociaux dans les écoles. Eux, ils travaillent avec les enseignants, ils travaillent avec les parents, si on peut dire, avec les élèves, bien sûr, avec l'État, si par exemple la protection d'enfants entre en matière, avec la police. C'est en fait... on est vraiment un peu, on travaille un peu vraiment avec tout le monde. Ouais, comme tu as dit, c'est vraiment le lien entre les personnes et les individus et les différents systèmes. Mais du coup, vu que toi, tu as pu travailler dans différents trucs, quelle est généralement la situation la plus commune, la plus fréquente que tu as pu voir dans ton travail? Est-ce que c'était des situations de détresse sociale, de détresse financière? Est-ce que c'était juste de détresse psychologique quelquefois qui t'emmène à... Souvent, il n'y a pas un seul problème social. Il y a détresse sociale, il y a un problème financier, il y a un peu deux, trois, si tu veux dire, si on peut dire. C'est pas, ça m'était jamais arrivé qu'il y avait quelqu'un ou par exemple, en donnant une consultation pour quelque chose de précis, par exemple, remplir un formulaire, c'est bon, on a pu faire cette tâche, maintenant c'est tout bon, j'ai plus de problème. Généralement, les personnes, ils viennent avec quelque chose de petit, par exemple, est-ce que tu peux m'aider à remplir un formulaire pour les bourses? Mais en découvrant, en parlant avec la personne, ou elle-même, elle commence à parler d'autres problèmes sociaux. Par exemple, elle a une dépression, ou elle a problèmes familiaux, ou elle ne sait pas gérer son budget, par exemple. Du coup, on découvre tout le temps que c'est multifacette. Ouais, exact. Et quels étaient en fait les points communs en fait entre la majorité de tes dossiers? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que tout le monde a plus ou moins? Ouais, c'est le côté financier. C'est vraiment ça. C'est l'endettement, par exemple. C'est dû à quoi l'endettement? À beaucoup de raisons. À manque de sensibilisation, manque d'information. À nos écoles, on nous apprend pas comment, par exemple, comment gérer un budget. Qu'est-ce que ça veut dire un budget? Comment gérer ses finances? Ce sujet, par exemple, il est aussi trop lié à un peu charme, comment on dit, un peu la honte. J'ai des dettes, qu'est-ce que ça veut dire? Là, par exemple, c'est exactement un parfait exemple pour montrer que le système, il aide pas aussi. On est dans un pays où si tu es endetté, il n'y a pas des solutions rapides ou des solutions qui enlèvent la totalité des dettes. Par exemple, le service social, par exemple, il te paye pas des dettes. Ça, c'est un exemple. Pourtant, on se dit, mais si c'est pas le service social, alors je fais quoi?
l'État, il va pas m'aider. Il n'y a pas des fondations qui payent des dettes. En tout cas, moi, j'ai jamais vu. Peut-être il y en a, mais là, peut-être on peut parler après de la fondation Zakat et faire la liaison. Mais sans ça, étatiquement, il n'y a pas une solution, une vraie solution où on peut aider, par exemple, les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des dettes, surtout des dettes d'assurance maladie, à s'en sortir de ce problème. C'est pas que les jeunes, c'est quasiment... Pas que les jeunes, bien sûr. Mais c'est quasiment la moitié de la population en Suisse. 40% de la population. Qui est aux poursuites. Donc en fait, qui peuvent être en saisie à cause des factures d'assurance maladie. Ouais. Moi, je entre autres, après, il y a aussi les impôts. En fait, j'avais lu une étude justement par rapport à ça, qui disait que les primes d'assurance maladie étaient tellement grandes que en fait, les personnes... dans une famille qui n'a pas nécessairement les moyens, c'est un petit peu la chose que tu vas mettre de côté. Tu vas pas, ou en tout cas, même si tu arrives à payer, tu vas essayer de diminuer les primes d'assurance maladie un maximum. Tu vas arriver à un moment dans ta vie où en fait, tu vas pas pouvoir payer et avec un petit budget sortir, je sais pas combien de centaines de francs par mois pour une assurance, ça peut être très compliqué. Et après, se rajoute à ça évidemment les impôts qui sont aussi quelque chose qui est payé en tout dernier. Parce qu'évidemment, il faut payer le loyer et tout le reste. Ce qui fait qu'après, ça fait un effet boule de neige, que les personnes, en fait, se retrouvent embrigadées dans un endettement continuel et elles ne peuvent pas sortir la tête de l'eau. Mais toi, en tant qu'assistante sociale, tu vois quelqu'un dans cette détresse financière, qu'est-ce que tu peux lui dire, en fait? Quels sont les outils que tu peux lui donner? Par exemple, j'essaye de... Souvent, l'endettement est lié aussi à d'autres choses. Donc, à la question comment je gère mon budget, comment je peux m'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a comme, comment on dit, de Schuldenberatung, là où on te donne des conseils sur l'endettement, en fait. On ne te paye pas les dettes, mais on peut te donner en fait des manières comment tu peux gérer tes dettes, en avoir plus d'informations sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je peux faire avec les saisies? Comment je peux faire un plan pour payer mes dettes, par exemple, sans retomber en même temps dans d'autres choses ou avec d'autres factures dans la même problématique. Et je sais que c'est frustrant et je sais que les gens souvent disent ok, alors il n'y a pas une vraie solution en fait. Je reste à vie ou ça va me prendre longtemps à payer ces dettes ou peut-être j'arriverai jamais parce que par exemple je suis au social. J'ai vraiment le minimum à vivre, alors il me reste pas beaucoup pour l'utiliser pour ces dettes, mais j'essaye quand même de voir tous les autres côtés pour dire ok, on a des dettes, mais essayons au moins que les autres domaines de ta vie ou les autres aspects de ta vie ne subissent pas à cause de ça. Du coup, mais les autres aspects de la vie, c'est-à-dire, parce que l'aspect financier, c'est quand même surtout en primordial et un peu en centre, ça c'est vrai. Et il est lié à la qualité de vie, tout à fait. Mais j'ai l'impression si on se concentre parfois que sur ça, parce que dans le moment, ça prend, cette problématique, elle est en centre et elle affecte la personne dans tous les autres aspects. Elle fait ce que tu as dit avant, elle laisse la personne vraiment dans cette boule de neige et elle voit que ça en fait, malgré que on peut essayer petit à petit à trouver d'autres solutions par exemple, c'est comme farc romena comme on dit, un peu essayer de dire ok, ça comme la grenade, exact, je suis au service social, ok, peut-être j'essaye de trouver un emploi, qu'est-ce qu'il me faut pour trouver un emploi, j'arrive pas parce que j'ai ça et ça, en fait d'essayer vraiment c'est un processus avec la personne, ça peut être des mois, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, on ne sait pas, j'ai pas, en fait il n'y a pas de règles et il n'y a pas de règles ou schéma qu'on peut utiliser avec tout le monde. On peut dire avec toutes les personnes endettées, en fait il faut faire 1, 2, 3. Non, c'est chaque humain avec ses propres problèmes et vie complexe. On est bien d'accord, on subit tous et toutes des problèmes sociaux, financiers, n'importe, et c'est complexe. Je peux pas, en fait, je dois vraiment regarder chaque problème comme si c'est la première fois. En fait. Est-ce qu'il y a une histoire ou un cas particulier qui t'a vraiment marqué? Il y a beaucoup, mais je crois en travaillant avec les mineurs non accompagnés, ce sont des mineurs réfugiés sans leurs parents. À l'époque, je devais comme organiser tout le logistique, comme par exemple des chalets pour inviter tous ces jeunes de toute la Suisse, de tous les centres d'asile, pour leur proposer des workshops ou des
des week-ends de sensibilisation sur des thématiques liées à l'avance, comme le processus du permis de séjour ou, par exemple, le système scolaire, système de la santé, n'importe quelle thématique. C'était comme un week-end un peu. On a invité toutes ces personnes, tous ces jeunes mineurs. Et il y avait un récurrent d'asile. Il y avait ma mère qui est venue avec moi en tant qu'une bénévole pour cuisiner. Ouais. Et il était à chaque fois avec elle dans la cuisine. Il l'aidait à cuisiner. Il était vraiment à chaque fois avec elle. Et après le week-end, ma mère m'a dit, en fait, il a perdu sa mère. Il est venu seul en Suisse. Et il avait vraiment une histoire un peu très, très touchante. Et il voyait dans ma mère un peu sa mère, en fait. Il voulait vraiment à chaque fois l'aider à cuisiner avec elle parce que ça lui manquait, en fait. Ça lui manquait d'avoir quelqu'un comme ma maman. Et ça m'a trop touché. Après, il y a plein d'histoires comme ça, ou même plus que ça. Mais ça, c'est aussi important. Il faut essayer de se protéger en cette barrière pour pouvoir travailler, en fait. Ouais. Sinon, si je suis émue à chaque histoire ou chaque histoire me prend, je peux pas. Ouais, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration en fait pour les personnes qui font ce genre de travail parce que c'est tellement prenant et enfin c'est tellement on est vraiment sur des vies quoi que vous êtes en train d'aider. Après moi ce que je trouve assez intéressant au niveau du concept même ou du travail social dans son ensemble, c'est que j'avais lu des témoignages en fait de différentes associations sociales qui travaillaient elles pour l'aide et services. Et c'était il y a quelques années cet article qui relatait des témoignages d'assistantes sociales qui disaient on a l'impression d'être les comptables de l'État à faire des budgets et à suivre les personnes de mois en mois, justement en ayant cette liste, comme tu as dit au début, de devoirs. Est-ce qu'ils ont bien accompli leurs devoirs? Si oui, ils reçoivent le budget, sinon on va devoir réduire ou il y a des avoir conséquences. C'est ça. Et puis en fait, il y avait aussi à la suite en fait des différentes gros moments de crise qu'on a eu ces derniers. On a que des crises en fait, faut dire la vérité. Mais les gros moments de crise un peu internationales, il y a eu évidemment les guerres impérialistes. Il y a également eu les vagues de réfugiés qui sont venus aussi de pays du Moyen-Orient, notamment de la Syrie, mais pas seulement, la guerre en Ukraine, le Covid, tout ça. Enfin bref, il y a eu tellement de choses que j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si on accumulait les choses où on voit que chaque catastrophe rend de plus en plus de personnes avec moins d'accès à un niveau de vie acceptable, ou en tout cas minimum, inclus en Suisse. Est-ce que la manière dont la Suisse est vue par le monde rend ton métier encore, vu que la Suisse est censée être un pays de paix, il n'y a pas de guerre, on est neutre et on est riche. Oui, tout à fait, parce que je vois ça en accompagnant par exemple famille ou des personnes individuelles. Je reçois et je sens et ils disent vraiment directement, en fait, ils donnent directement ce feedback ou l'image qu'ils ont cru de la Suisse, que si je viens en Suisse, que tout est plus facile, j'aurai accès à l'éducation par exemple facilement, à un emploi facilement. Et quand ils viennent ici et ils découvrent que en fait beaucoup de choses sont liées avec beaucoup de travail bureautique par exemple, ils sont bien évidemment étonnés et ils sont comme un peu aussi dans le choc parce que c'est pas l'image qu'ils l'ont cru avant de venir en Suisse. Et je crois si je prends ça comme feedback ou comme image des personnes en dehors de la Suisse ou qu'ils étaient en dehors de la Suisse, tout à fait. C'est pas ce qu'ils attendaient en fait. Est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice qui arrive de ces personnes, tu dis, en général, l'injustice? Peut-être pas l'injustice, mais to be scammed. De sentir que là tu t'es fait avoir quoi. Ouais, c'est pas ce qu'on m'a dit en fait, c'est pas les démarches que je devais faire pour obtenir par exemple un statut. Par exemple en parlant des statuts des statuts des Aufenthaltsbewilligung, par exemple avec cette vague avec la guerre de l'Ukraine, il y avait beaucoup de réfugiés ukrainiens et là par exemple on sentait directement la discrimination du système parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés ukrainiens qui ont un statut S, le fameux statut S, que beaucoup de gens ne connaissaient pas d'ailleurs, qui permet à ces personnes de venir et d'avoir un processus plus facile qu'un processus normal, si tu veux dire, et qui leur donne, si je ne me trompe pas, de ramener leur famille, de faire comme un regroupement familial. Plus facile que le processus habituel. Et en comparant ces réfugiés avec d'autres réfugiés qui sont venus en même temps ou même avant eux, qui n'avaient pas les mêmes démarches,
Bah là, en tant qu'une assistante sociale, bien sûr, je dis, ah, mais c'est quoi ça? Ça vient du système, c'est politique, c'est des problèmes politiques. Et ou moi, en tant qu'une assistante sociale, je dois être contre, bien sûr. Je dois essayer de montrer cette injustice. T'arrives à la montrer? À montrer, oui, mais est-ce que ça arrive là où ça doit arriver, c'est autre chose. Ouais. Parce que c'est là où il nous faut l'impact, en fait, ou que ça résonne pour que ça change. Mais pour ça, bien sûr, on a des lobbying, il faut du lobbying pour exactement ça, en fait. Puis il y a aussi l'aspect que... Le travail politique, surtout. Bien sûr. Il y a aussi l'aspect donc de pas être tout à fait au courant de ses droits. Ouais. Parce que, évidemment, bon, toi, tu as fait social, mais même quand tu étais plus jeune, tu faisais, en fait, t'aider ta famille dans tout ce qui était tâches administratives. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aident leurs parents au niveau administratif. Et c'est trouver, en fait, les informations nécessaires des droits qu'on a, personne, en fait, qui vit dans ce pays a. Et des fois, j'ai l'impression que c'est comme si on jouait à cache-cache avec ces... Ouais. Avec ses droits. Comment quelqu'un qui sent que ce qu'il est en train de recevoir comme information n'est pas nécessairement complète, comment est-ce qu'on peut se munir contre cette mise en selle de... Déjà, comme tu as dit, l'information, elle n'est pas accessible à tout le monde, malheureusement, comme il faut. Pour ça, il faut beaucoup de travail, beaucoup de travail des systèmes, en fait, pour montrer que pour beaucoup de problèmes sociaux, il y a aussi des solutions, ou il y a aussi des associations ou fondations complémentaires du système. Mais je crois, il n'y a pas... en fait, tu trouves pas les mêmes informations chez tous les assistants sociaux. Et ça commence déjà là-bas, en fait. Il y a, par exemple, dans le même département, un qui dit « Ah, il faut faire ça », mais l'autre, il dit « Ah non, il faut faire autre, en fait. » Et c'est pour ça, c'est important que, en fait, nous-mêmes, vu qu'on est nos propres outils, qu'on doit être informés le plus possible. Parce que c'est là où ça commence, en fait. Le service social, il peut te donner quelques autres adresses, mais ça ne s'arrête pas là-bas. Et c'est un peu là le problème. Les assistants sociaux, par exemple, dans un service social, comme tu as bien expliqué avant, ils n'ont pas le temps, en fait. Tellement ils sont que dans ce côté bureautique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne voulais pas exercer ou être une assistante sociale dans un service social, parce que je savais tout à fait que voilà, j'aurais pas le temps avec le bénéficiaire comment dire, direct, en fait. C'est que par des mails, par des ramène ça, il faut que tu fais ça, il faut que tu cherches ça. Et ce côté humain, il manque après. Et c'est là où je peux donner les informations. C'est là où je peux un peu lui faciliter les démarches. Là, du coup, tu parles aussi du rôle, en fait, genre, il faut aller chercher plus loin, etc. Mais du coup, il y a aussi le rôle de la communauté. Dans son ensemble, j'imagine, qui doit pouvoir défendre les uns et les autres, ne souhaitent pas porter cette aide. C'est que toi, en ayant cette expérience en tant qu'assistante sociale, mais également en ayant grandi dans le monde AS et le monde Car Fondation depuis plusieurs années, comment est-ce qu'elles sont complémentaires? Tu dis la zaquette, par exemple, précisément ou globalement? En général, le travail, en fait, en communauté. Dans différentes manières. Tout ce que tu ne trouves pas dans le système, il faut le chercher de la communauté, en fait. C'est un peu ma vision, ou c'est ce que je trouve et doit être, en fait. Parce que si on parle par exemple de la zaquette, je peux donner des exemples. La zaquette, elle aide financièrement, par exemple, et l'aide sociale aussi, mais il y a des différences. L'aide sociale est comptée comme une dette et l'accès est très difficile parce que c'est la dernière étape, on peut dire, parce qu'avant ça, il y a le chômage, il y a d'autres systèmes qui doivent... avant le service social. Par contre, la zaquette, c'est pas une dette. Ça compte pas comme une dette et elle est plus accessible. Et ça montre déjà l'importance. On trouve des alternatives. Et ces alternatives, on peut donc, au niveau de la... Donc toi aussi, tu as été un moment assistante sociale au sein de la fondation, de la Swiss Zakat Foundation. Et en fait, tu peux me parler plus ou moins des dossiers que tu as pu voir qui sont reçus au sein de la fondation en général? Les problèmes qu'ils avaient, tu dis? C'était la plupart les endettements, les finances en général. Il y avait des étudiants, il y avait les sans-papiers, il y avait des familles qui ne pouvaient pas payer leur loyer, par exemple. Endettement en général. Des personnes qui avaient juste besoin des bons d'achat ou pour le transport. Et ça, c'est des gens en Suisse? C'est des gens en Suisse. Et ça montre, en fait, c'était aussi ce qu'on entendait de la communauté, malheureusement, c'est que, il y a des pauvres en Suisse, mais il y a le service social pour ça.
pourquoi il nous faut la fondation de... Déjà, j'ai remarqué, maintenant peut-être un peu mieux, mais avant, il y a beaucoup de musulmans, si je peux donner un exemple exact, ne comprenaient même pas qu'est-ce que ça veut dire là. Déjà de comprendre et pouvoir la distinguer de la sadaqa. C'est déjà pas la même chose. Et après, de comprendre l'impact de la zakat dans la communauté, son rôle, pilier, déjà, l'importance, ça change. Et je peux dire, j'avoue, moi aussi, au début, j'avais pas tous ces ans parce qu'on connaissait pas, il y avait pas. On savait qu'on doit donner de la zakat, mais généralement, nos parents, ils donnaient la zakat ailleurs. Oui. En dehors de la Suisse. Bah c'est tout le problème en fait de la fondation, enfin de la manière dont les gens perçoivent. Je pense que toi tu expliquer maintenant, mais tu l'as aussi dit, c'est qu'en fait on a un énorme problème à faire comprendre aux gens qu'il y a une énorme précarité en Suisse de personnes qui sont en Suisse et qui ne peuvent pas vivre ici. Quelquefois qui peuvent avoir des parcours migratoires, quelquefois qui peuvent être des personnes qui sont issues qui sont par exemple sans papier ou autre, mais pas seulement. Pas seulement. C'est-à-dire que les cas d'endettement, en fait, quand on a dit là, 40% de personnes qui sont endettées, sachant qu'en Suisse, quand on est aux poursuites, ça ferme la porte à l'accès, quelquefois à l'emploi, mais également au logement, mais même à un abonnement téléphonique, quoi. Comment? Même à un abonnement téléphonique. Oui, exact. Ça bloque directement un problème social qui fait plusieurs autres problèmes sociaux. Tout à fait. Et c'est pour ça, moi, je dis la pauvreté cachée, si on peut dire, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas. La pauvreté, c'est pas l'image qu'on connaît, qu'on voit dans les films où on n'est pas bien habillé, on n'a pas à manger, c'est pas que ça. La pauvreté, globalement, il rentre beaucoup de choses dedans. Tu peux voir la personne bien éduquée, elle a fait ses études, mais elle a un logement, mais elle a des dettes, pas à payer son loyer. Ouais, et c'est pour ça, je crois, si on comprend ça déjà, ça montre que on est, je crois, tous et toutes un peu... Et comme tu as dit au début, on est tous et toutes un peu malades aussi. Donc, je pense qu'on est toutes et toutes touchés par ces questions-là et responsables aussi. Exact. Donc, nous, cette année, ce qu'on aimerait vraiment que les personnes se rendent compte, c'était la raison, en fait, avec toutes ces personnes qui sont vraiment... C'est de dire que c'est bien... La zakat, c'est bien que uniquement je donne mon argent la zakat, c'est vraiment une construction d'une société plus juste parce que, comme tu l'as dit, le système n'est pas fait pour la solidarité. Et la zakat, en tout cas de ce que j'ai vu, moi, dans les dossiers fondation, si je donne un exemple, par exemple, de donner de l'argent aux gens est lié souvent pour les personnes, la honte, ça leur enlève un peu leur dignité, même si c'est d'un part bienveillant et on aime aider les gens, on les rassure que le but c'est de vous aider, vous en sortez de cette situation, mais j'ai vu une grande différence de donner des personnes un budget dans un service social, et là je le dis pas pour critiquer, mais juste pour montrer l'impact de la zakat. Un service social, il te demande beaucoup de documents et beaucoup de preuves qu'il te donne par contre, et en plus de ça, ça reste une dette. Même si tu n'arriveras jamais à la repayer, mais ça reste une dette. Déjà, ça, c'est affreux pour la personne. Ça enlève beaucoup. Même mentalement, c'est parfois insupportable. Par contre, la zakat, c'est une obligation pour les personnes qui peuvent la payer. Il y a un nisab qui indique à payer et c'est un pilier sur l'importance. C'est pas une dette et l'accès est plus facile. On ne demande pas, bien sûr, il y a des critères, bien sûr, on doit la donner pour les personnes qui l'ont besoin, mais on ne met pas la personne dans cette démarche bureaucratique agressive juste pour lui donner de l'argent, pour l'aider en fait, tout au contraire. On l'aide, on la rassure, et déjà ça montre en fait, ça montre l'impact de la zakat, et ça garde la dignité des personnes. Donc, merci beaucoup. De rien. Est-ce que tu aurais quelque chose à... Oui, peut-être un petit mot. D'abord, j'espère que j'ai pu répondre ou parler. Après, j'encourage et je motive les musulmans, la zakat, qu'ils essayent de donner leur zakat et qu'ils s'informent, qu'ils ouvrent des discussions sur la zakat, qu'ils essayent de comprendre aussi le côté religieux. Quoi. Merci beaucoup, Roth, d'être venu aujourd'hui jusqu'à Genève pour discuter de l'importance du travail social. Et en tout cas, je suis très, très fière de la femme que tu es devenue. Merci à toi. Je suis hyper contente qu'on soit amis. Merci à toi, Méditation. Merci beaucoup.